toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Bonjour à tous, bonjour à toutes, désolé pour ce retard indépendamment de notre volonté. Bienvenue sur le média du développement, vous nous écoutez sur la 89.5 à Conakry et à l'intérieur du pays. Vous nous suivez du côté de la télé, c'est sur le numéro 113 du bouquet Star Times, sur les réseaux sociaux Meta notamment. Vous êtes sur nos différentes pages Kavi TV, groupe Kavi Média, sur X, sur YouTube, également sur TikTok. Vous pouvez voir en direct et en replay cette émission qui vous parvient chaque jour du lundi au vendredi. Merci à nos auditeurs qui nous pratiquent depuis Kagbele, du côté également de Kiroti à Boufa, ici même à Yimbaya, Bessia, Tombolia, partout à Conakry, il faut le dire. Merci une fois encore de rejoindre cette nouvelle aventure en ce jeudi. Au menu de ce matin, construction des sièges sociaux des entreprises de BTP. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, chargé de récupérer les domaines spoliés de l'État, annonce la mise à disposition d'un espace de 50 hectares dans la zone de Kouria. La démarche vise à assouvir les besoins des entreprises évoluant dans le secteur de BTP à l'image des autres pays. Les autorités guinéennes veulent mettre en place des cités dédiées aux entreprises de BTP, une cité pour ces entreprises de BTP à Kouria et à 10 km environ des espaces pouvant abriter leurs hangars et l'ensemble de leurs équipements et matériels. Une initiative saluée par le patronat guinéen qui estime que cela pourrait enclencher un véritable développement pour le pays. On en parle dans un instant. Et depuis plus de 48 heures maintenant, la mort suspecte d'Aminata Diallo, âgée d'environ 2 ans, suscite des interrogations à Sofonia Adaï vers Kokoma. Cette fillette d'au moins 2 ans a été retrouvée morte et enfuie dans un sac de riz vide. Les causes n'ont pour l'heure pas été élucidées. Enfant unique, les parents prennent pour complice au boulot une certaine Namari qui aurait donné l'alerte, le lieu et les conditions dans lesquelles la défunte a été et dans lesquelles la défunte était avant de prendre la tangente pour un court moment, arrêtée puis conduite au poste le plus proche. Les agents qui l'ont auditionné l'ont finalement libéré, oui j'y arrive, libéré, faute de preuves, explique-t-il. Les parents qui s'interrogent sur cette conclusion rapide parlent de complicité, mais comment tout cela est-il arrivé? Les détails de cette affaire qui alimente les débats avec ces zones d'ombre, c'est tout à l'heure. Et au niveau des ports artisanaux et débarcadères de Conakry, des pêcheurs pointent du doigt la qualité du carburant vendu à la pompe. Ils pensent que le carburant dont ils se procurent est de mauvaise qualité, chose qui serait à l'origine des pannes de leurs barques et pirogues. C'est un avis partagé par les pêcheurs rencontrés à Nongo et à Kaporo. Une situation inquiétante pour ces derniers. Si la qualité du carburant est à désirer, comment ces pêcheurs sont parvenus à cette conclusion? Pour répondre à cette interrogation, nous aurons tout à l'heure au téléphone, au bout du fil, Monsieur Marouf Souma, chef de port de Kaporo, éventuellement Mfali Sissé, chef de port de Nongo. Ils répondront aux questions de l'équipe du Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce matin. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
foliants, ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son foliant, ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. C'est ouvert. Merci d'être à notre écoute partout à Conakry et environ à l'intérieur du pays. Vous nous pratiquez à la baie grâce à nos partenaires de Beta FM. C'est sur la 96.5. Merci de nous pratiquer du côté de Kissidougou. Merci de nous pratiquer du côté de Bofa, Bokeh également. Merci pour votre fidélité, il faut le signaler. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin, ça me fait rire. Hein? Yael Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Ton casque a un problème ce matin. Allez, c'est un Diallo. Ça va? Heureusement, ça vient pas de nous. C'est quoi la nouveauté? Tu te retrouves? Allez. C'est quoi ce matin, je ne sais pas si c'était la musique qui t'emportait. Mais là, c'est bon, ça va? Non, mais je ne suis pas concerné. Bah, appris quelqu'un quand même. on va montrer ça à la place. Nous sommes au paradis. On va mettre ça à la place publique. Nous sommes au paradis, le pays le plus, l'un des pays les plus heureux au monde. S'il te plaît? Non, laisse Dansoko d'abord, c'est le patriarche. Le Kuntigi, bonjour, Fodi Bangali Dansoko. Kuntigi autoproclamé. Eh bien voilà. Bonjour à vous, monsieur Abdallah. Merci. Bonjour au peuple de Guinée. Ton micro, hein? Ton micro. Bonjour à mes chers confrères présents ici, le Premier ministre, et puis voilà. Et on s'est déjà dit bonjour. Pourquoi vous insistez encore mon futur adjoint à la mairie de Sonfonia. Ah, futur adjoint, allez. Merci, félicitations d'avance. Heureusement que je ne suis pas de Sonfonia. Non, un futur adjoint. Il n'y a pas ça. C'est ce que j'ai dit. Aïe. Tu veux qu'on rentre dans les détails là? Jeudi prochain, tu veux qu'on ouvre le dossier? Sonfonia Kamuna. Ah, et ça veut dire que tu ne peux pas diriger Sonfonia. Il aime consommer le noir, broyer le noir. Ah, merci. Papier. Bonjour, Babomed. Là, je te dis bonjour. Eh bien voilà. Avec un ton. Avec un bonjour spécifique, un bonjour plein d'énergie. Oui. Et je te rappelle, aujourd'hui, je persiste, je signe que j'ai pris encore aujourd'hui, j'ai fait un bon petit déjeuner. Bien petit déjeuner encore, très bien aujourd'hui. Merci. 4 tarots, du thé au citron. Je crois que je ne pouvais pas avoir mieux. Tu es le blanc, hein? Ça se comprend. Voilà. Le tarot, ça veut dire quoi? C'est quoi le tarot en soso? Je pense que tu allais passer. Le tarot, tu veux savoir ce qu'on appelle le tarot? Oui, le tarot, c'est ce que vous appelez le yabere ou le diabere ou quelque chose comme ça. Ça dépend de la base que tout le monde dit. Diabere. Et puis voilà, il y a diabere, puis voilà, il y a diabere poloti, il y a diabere coco. Et ça, il faut valoriser notre Je voulais que tu tombes dans ce piège. Non, ce piège ne veut rien. Le blanc rien. ne déjeune pas avec du diabere. Ah, le blanc? Et qui a créé le nom de tarot? Allez, c'est bon. Qui a créé tarot? On s'était, on va évoluer. Allez, qui est tombé aussi dans le piège. On commence par cette première actualité. Il faut le dire, vers la construction des sièges sociaux des entreprises de BTP en République de Guinée. 50 hectares ont été octroyés à ces dernières dans la zone de Kouria. Absolument, ce que nous avons appris, je crois que c'était une très belle initiative qui concourt au renforcement des capacités de ces entreprises de BTP, mais aussi la participation de l'État dans le cadre de la protection de ces entreprises-là. Parce qu'on avait dit il y a longtemps qu'il y avait ce qu'on appelle un déficit, en tout cas dans le cadre des relations entre l'État et certaines entreprises, notamment locales, et qu'on a dit que l'État ne faisait pas beaucoup pour pouvoir protéger ces entreprises-là. Ouais. Alors, je crois que c'est un acte qui vient d'être posé, et c'est ça qui est consécutif avec ce qu'on avait entendu avec les sociétés minières à un certain niveau. Vous savez, il y avait eu des rencontres aussi allant dans ce sens-là. Pour la construction des raffineries et autres sièges. Et sièges et autres, ce qui pourrait permettre à ces acteurs miniers d'être orientés et avoir ce qu'on appelle une vision commune avec l'État, ce qui pourrait par endroit harmoniser leurs actions et qui pourrait effectivement permettre à des Guinéens aussi de bénéficier de cette initiative, notamment l'emploi et tout ce qui s'ensuit. Parce que de toute façon, c'est l'État qui crée les conditions d'un emploi. Et ceux qui pensent que cette action en est une, puisque quand l'État met à disposition ce qu'on appelle 50 hectares au compte de ces entreprises de BTP, et que
de façon harmonieuse les entreprises de BTP aussi à travers leur bureau d'études et de contrôle qui doivent pouvoir effectivement effectuer des études de ce côté-là de manière gratuite, ce qui sous-entend effectivement qu'il y a ce qu'on appelle une convergence dans le cadre de la mise en place de ces sièges-là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont nombreux ces entrepreneurs-là qui évoluent au niveau du BTP. La question qu'il faille se poser, est-ce que tous sont concernés par cette initiative, même si Ansoumane Kaba, qui est leur président, y était. Qui est le président du patronat. Du patronat, y était. J'ai su discuter parce que la question reste à ce niveau-là. Est-ce qu'ils sont tous concernés ou c'est quelques gens qui sont très proches ou qui sont dans le sérail du pouvoir qui sont concernés? L'un dans l'autre, la logique voudrait que, puisque l'initiative elle est belle, elle est bonne, la logique voudrait qu'on puisse prendre en compte aussi les entrepreneurs, les petits entrepreneurs aussi qui commencent à évoluer, parce que ces gens-là, puisque déjà les géants du BTP dans notre pays ici en avaient déjà, on comprend effectivement la vision, elle consiste à harmoniser et à classer ces entrepreneurs de BTP dans une même localité pour pouvoir permettre à ces gens-là de mieux agir et de mieux fonctionner. J'aurais bien voulu effectivement qu'on en tienne compte, puisque c'est dans le cadre de la protection ou d'aide vis-à-vis de l'État de ces entrepreneurs-là, qu'on puisse tenir compte de ceux qui sont de débutants, de ceux qui veulent évoluer dans ce secteur-là, mais qui n'ont pas les moyens comme les géants. Parce que s'ils veulent, effectivement, l'État veut accompagner ces entrepreneurs-là, il ne s'agit pas d'accompagner ceux qui en ont déjà, ceux qui ont pu établir leur empire un peu partout et qui ont les moyens. Il faut épauler ceux qui veulent, ceux qui ont déjà entamé un pas pour pouvoir permettre à ces gens-là aussi d'évoluer et de grandir, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. On a longtemps dit que l'État n'accompagne pas les entrepreneurs locaux dans notre pays et qu'on préférait avoir certains des autres pays, alors qu'en réalité l'expertise ou l'expérience de ces entreprises-là n'ont rien à voir avec ce que nous en avons ici. On avait dit il y a longtemps, depuis sous Alpha Condé, que l'État, on devrait valoriser les entrepreneurs locaux et les accompagner, parce que de toute façon, ça va être ce qu'on appelle une plus-value nationale, ce qui pouvait permettre aussi accroître l'emploi dans notre pays, dans le secteur privé. Donc je crois que c'est important d'en tenir compte. Et d'ici là, on verra effectivement qu'est-ce que tout cela va donner. Mais je pense que à date, c'est quelque chose de très salutaire, parce que ça permet aussi de désengorger un peu la capitale. Il y a c'est trop chargé. C'est trop chargé. Et pourquoi pas, et d'accélérer l'urbanisation de l'autre côté. Évidemment. Ça, c'est quelque chose aussi. Mais ça ne veut pas dire que qu'à Kouria, on doit maintenant, puisque les parcelles sont... Kouria, pas Kouria, attention. Kouria. À Kouria après Koya. Après Koya. Donc il ne faudrait pas que les gens se mettent maintenant à revendre des parcelles à 300 millions, 500 millions. Parce que c'est ça aussi le mal guinéen. Dès qu'on apprend que maintenant que les entreprises doivent s'y installer, ils sauront qu'il y aura du mouvement de ce côté. Il y aura, comme tu l'as dit, cette urbanisation. Le prix des parcelles monte. Donc ça devient maintenant la ruée vers l'achat des parcelles, où les plus nantis vont venir déposséder les pauvres citoyens. Il faut éviter cela. C'est une alerte, une simple alerte. Je suis ce qui pense que si c'est fait, peut-être ça serait en complicité avec le ministère de l'urbanisme, puisque c'est lui qui porte, même si c'est sur instruction du chef de l'État, c'est l'initiative, c'est une initiative présidentielle pour créer des pôles dans tous les secteurs. Je suis de ce qui pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi attirer l'attention du ministre, enfin le département, pour pouvoir prévenir tout cela. Parce que déjà, la sous-préfecture de Kouria, c'est une sous-préfecture à problème. Aujourd'hui, la vente de plusieurs domaines appartenant à l'État pose problème aujourd'hui. Je crois que le département doit pouvoir servir, puisque c'est lui qui octroie tout ce qui est licence de construction, tout ce qui est titre foncier. Je crois que l'État, déjà, c'est bien parti, parce que, à mon avis, le ministre pouvait contrôler, prévenir dans le cadre de la prévention, pour éviter et, décourager tout ce qui pourrait se livrer à ces arts de pratique-là. Parce que, encore une fois, j'ai dit, Kouria,
va bientôt être encore une fois urbanisé de façon très accélérée. Ouais. Ça c'est une évidence et une actu à saluer certainement en Fodé Bangali à Dansoko. On a quand même suivi cette annonce faite hier. On a même vu ces patrons, ces représentants du patronat qui félicitaient le gouvernement pour cette initiative. Mais nous sommes en Guinée. Est-ce qu'il faut accélérer les choses pour éviter un échec? Bien sûr, il faut accélérer les choses pour éviter un échec. Lorsqu'on a commencé quelque chose, il faudrait forcément la terminer, mais dans de bonnes conditions et d'éthique de travail. Cela est très important parce que mon cher confrère venait de dire ici tout de suite qu'il fallait aussi aider les entrepreneurs locaux pour qu'ils puissent s'émanciper dans le domaine de leur activité. Cela est très important. Dans leur domaine respectif. Dans leur domaine respectif. Donc il ne faudrait pas aussi se concentrer sur les BTP existants qui ont les moyens colossaux et qui pourront engloutir les autres ou sous-traiter les autres ou passer par un acte de sous-traitance avec les autres. Parce que souvent, c'est ce que l'on rencontre maintenant en Guinée. C'est que les grandes entreprises des BTP, par exemple, ont toujours des projets, mais ce n'est pas eux qui exécutent les projets. Donc, ils passent par la sous-traitance pour aussi donner de la chance aux autres. Je sais que c'est bien, mais c'est mauvais aussi parce que ça ne les aide pas. Ça enrichit les patrons plus, mais qui ne font rien, et pourtant c'est ces BTP qui sont dans l'ombre qui exécutent tout. Cela est très important. Et pour ce qui est de ces 50 hectares mis à la disposition par le gouvernement, cela est salutaire, c'est très bien, c'est très bien, mais aussi il faut le rappeler, comme tu le disais tout de suite, qu'il y aura une flambée des prix des parcelles de ce côté. Cela n'est pas négligé parce que le Guinéen n'aime que l'opportunité. Et l'opportunité souvent nous conduit à la cupidité excessive. Donc les gens, ceux qui ont l'argent, souvent ont tendance à exagérer, à se prévaloir ou à se projeter dans l'avenir pour acquérir des biens, pour dire, bon, dans 5-6 ans, voilà ce que ça va donner. Donc on dirait que nous ne sommes pas des Guinéens. Donc, et pourtant, ces terres appartiennent aux Guinéens. Donc il faudrait dans ce trafic aussi? Non, je ne suis pas dedans, mais c'est tout le temps. C'est une question. Non, oui, bien sûr, il faut le dire, c'est important. Mais si je dénonce cela, parce que c'est récurrent, c'est ça la vérité. Donc c'est criminel. Oui, c'est très criminel. Oui, mais c'est criminel. Je vais vous dire, lorsqu'à un moment donné, Abdallah, c'est très criminel. Ils peuvent se lever, puisqu'ils en ont de l'argent, à acheter 30 hectares comme ça. Il a parfaitement raison. Dans le but de les revendre dans les années à venir avec des prix absolument Alpha Condé, c'était criminel, à des problèmes. Le professeur Alpha Condé, à un moment donné, c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État et du ministère de l'Habitat. Ça aussi, c'est très important parce que souvent, ils sont complices. Il y a assez de gens qui se procurent des terres là-bas avec les autochtones de façon vraiment, je dis, cadeau. Parce que c'est 1 million, 2 millions, 3 millions. Lorsqu'on avait parlé au moment de la construction du nouveau aéroport du côté de Forécaria, je me souviens, il y a eu... Du côté de Forécaria, oui, évidemment. De cet aéroport aujourd'hui. Et du port profond, je vous assure que les gens sont allés acheter tout là-bas, jusqu'à Forécaria Centre, dans les pleines brousses là-bas, ils ont acheté tout. Donc il y a des gens qui se sont retrouvés avec 50 hectares que l'État vient de donner. Je connais quelqu'un qui a un domaine là-bas, mais je ne vais pas dire son nom, depuis 2015-2016. Voilà. Donc c'est quelque chose, comme le disait mon cher ami, c'est criminel. Maintenant, certains maintenant, je t'explique la fin du film, lorsqu'ils ont compris que l'aéroport ne voyait pas jour, on cherchait à se débarrasser. Donc en se débarrassant, les gens auxquels ils ont acheté les parcelles, ils sont allés les voir pour dire, bon voilà, trouvez-nous des clients. Eux aussi, en trouvant des clients, ils peuvent trouver 5 à 6 clients. Donc il y avait le conflit partout. Ils peuvent revendre à Paul, à Pierre, à qui ils veulent. Donc le propriétaire même est perdu. Ils sont tous dans les tribunaux de Koya, de Dubreka. Il n'y a pas d'issue. Donc, et pourtant, il y avait une loi qui avait été établie, je ne sais pas si ça a été voté ou quelque chose comme ça, pour Alpha, pour dire que non, l'on ne peut posséder plus de 2 hectares ou 3 hectares. Tout ça, là, c'était pour éviter que les gens... Non. Ça, ce sont des lois qu'il faut arrêter de voter des lois comme ça. Voilà. Donc, les propriétaires terriens sont des propriétaires terriens. Ça, je suis d'accord. Si un citoyen lambda accepte de revendre 20 hectares,
c'est son problème. C'est son problème. Là, c'est vrai. Parce que l'autre, bon, attends. s'il accepte de revendre 20, on l'a pas forcé, on l'a pas dépossédé, c'est son problème. Non. C'est cette terre. Non, Abdallah. Non, mais c'est pas un débat, je donne mon opinion. C'est ton opinion. Oui, par rapport à ce qu'il a dit. Mais je donne mon opinion moi aussi. Non, ce que j'ai dit, mais comme tu es en train de dire non. Aujourd'hui, à Koya ici, tu n'as pas besoin de dire non, tu donnes ton opinion. C'est ce que j'ai dit. Merci, tu ne peux pas dire non. Non, c'est comme si tu rejetais mon opinion, cher ami. Je suis pas d'accord avec ton opinion. Merci, mais le non, c'est pas bienvenu. Pourquoi j'ai dit non quand on n'est pas d'accord? On dit non, on n'est pas d'accord. Merci, mais tu donnes ton opinion, tu n'es pas obligé de. Il faut limiter cela. Moi, je suis de ceux qui pensent que dans le cadre de la construction, 4 parcelles, c'est bon. Alors, dis-toi, ceux qui veulent exercer l'agriculture, par exemple, ils peuvent s'en approprier, peut-être s'approprier dans le cadre du... Ou bailler. Oui, dans le cadre du bail, effectivement. Avoir 2 ou 3 hectares comme ça, quand vous aurez fini de faire votre agriculture, mais vous laissez ce qu'on appelle la terre à qui de droit. Je crois que c'est important. Maintenant, aujourd'hui, allez-y à Koya. Koya, c'est le village de certains. C'est important qu'on c'est l'État qui les a dépossédés. Je vais juste comprendre. Non, laisse-moi aussi poser mes questions. Il y a la complicité de l'État. C'est l'État qui les a déposés. C'est l'État. La complicité de 54 hectares qu'on a donné au BTP. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Oui. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, cette hémorragie doit cesser dans notre pays ici. Ceux qui en ont fait un business criminel doivent être interpellés par l'État et que l'État devrait effectivement activer cette loi-là pour que cela cesse dans notre pays. Bien. Et c'est en cela que j'ai dit que moi je suis d'accord avec, à un certain niveau. C'est vrai qu'il y a eu quelquefois des écarts de langage ou des dérapages verbaux venant de la part de certains ici en Basse-Côte, mais je suis d'accord avec le Kontiki pour dire c'est lui qui veut construire, on ne peut que céder 3 ou 4 parcelles, ça suffit. Bien, allez, voilà. On se retrouve dans le débat. Voilà. On se retrouve dans le débat. Et il faut comprendre que pour celui qui n'est pas dans l'agriculture, ne comprend pas les conséquences. Pour ceux qui se retrouvent dans l'agriculture, je ne vais pas continuer le débat, savent les conséquences de cette loi ou de cette même proposition. Allez-y, cher ami. Maintenant, pour ne pas traîner longuement là-dessus, et le gouvernement aussi vient de poser un acte salutaire, c'est ça la vérité. Donc il donne la chance à ces entrepreneurs aussi de montrer de quoi ils sont capables. Ouais, de bâtir des sièges de qualité. Et cela est très très important. Donc construction de pays avec sérieux et avec beaucoup de modernité, cela est très important. Donc lorsqu'on vous donne quelque chose ou l'on vous octroie quelque chose, il faudrait que vous soyez capable de la valoriser. Cela est très très important. Comme c'est de leur domaine, les Guinéens attendent que Kouria aussi soit un joyau comme Koyaville dans un proche avenir, et dans un proche avenir plutôt, pour que les Guinéens puissent se reconnaître dans leur capitale, la Guinée, en disant que non, c'est une belle capitale. Donc, désengorger la ville de Kalou. Évidemment, les architectes maintenant doivent aussi montrer qu'ils sont inventifs. Cela est très important parce qu'il faudrait quand même poser des belles maisons qui pourront quand même séduire les gens pour dire oui, j'ai vu tel bâtiment. Des plans qui peuvent attirer. Cela qui peuvent séduire. Oui. Voilà, et c'est ce que moi j'avais à dire. Oui, Mohamed Ba, par rapport à cette actualité aujourd'hui, 50 hectares mis à la disposition des entrepreneurs ou des entreprises de BTP en République de Guinée. Une première, s'il faut le dire. C'est une première. Et c'est une première dans ce domaine. Il faut saluer cette volonté de permettre de créer des conditions de travail à tous ces entreprises, à tous ces investisseurs du secteur de BTP. C'est une bonne chose, même si pour moi 50 hectares c'est insuffisant. Pour moi, c'est petit, il faut encore augmenter parce que si vous regardez toutes ces entreprises qui évoluent dans ce secteur, vous vous rendrez compte que c'est peu. Mais il faut commencer quelque part. L'appétit vient en mangeant. Parce que 50 hectares, je me dis, 3 ou 4 sociétés, entreprises de grande envergure sont capables de vous consommer cela. Parce que quand vous prenez tout ce qu'on appelle niveleuse, tout ce qu'on appelle vraiment des tractopelles, tout ce qu'on appelle... Ne serait-ce que des hangars. Des hangars. Des hangars peuvent absorber. Pour stocker tout ce qu'il faut. Je pense que c'est petit, mais pour moi, c'est une bonne chose de commencer par là. Il faut toujours essayer de commencer quelque part. C'est à partir de là qu'on peut progresser. On pourrait sortir même de Conakry. Au fur et à mesure, les projets se développent à l'intérieur du pays. Les grandes villes, les grandes capitales de chaque région pourraient devenir pourraient donner de tels domaines, de telles superficies à ces hommes qui vont contribuer, qui vont accompagner l'État à faire quelque chose. Parce que moi, je l'ai toujours dit, l'État aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a la ruée pour avoir du travail,
pour avoir de la place à la fonction publique, c'est parce qu'on n'a pas quelque chose du côté du secteur privé. Mais si le secteur privé est développé, je pense qu'il n'aura pas de problème en matière d'emploi, en matière de création d'emplois. Ça, c'est une bonne chose aujourd'hui qu'on arrive à constater qu'il y a cette volonté, c'est que ce n'est pas seulement un seul secteur qui est concerné. Quand on parle de l'agriculture, on pense que le projet guinéen, c'est seulement l'agriculture ou bien c'est des mines. C'est l'ensemble de ces différents éléments, de ces différents maillons qui peuvent contribuer au développement de la Guinée. On parlait il y a quelques jours des mines, ensuite on a parlé de l'agriculture, on a parlé de la pêche, on parle aujourd'hui des BTP et on continue encore à toucher chaque fois, chaque secteur qui concerne les Guinéens, qui peut contribuer au développement de la Guinée. Si cela est fait, je pense que ça serait très bien. Vous avez touché ce petit point de comment je vais dire ça, la cherté de la vie, les parcelles qu'on pourrait donner dans ces localités, le prix pourrait flamber. Ça, c'est la loi du marché. Malheureusement, ce n'est pas propre aux Guinéens, il faut le noter, même si certains vont dire que le cas guinéen, c'est toujours exagéré. Mais c'est la loi du marché. Quand vous valorisez votre secteur, vous arrivez à vraiment à faire des lotis dans les conditions normales, vous vous rendrez compte que des parcelles qui sont loties et des parcelles où on n'a pas fait de lotis, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le même prix parce que toutes les conditions sont créées en matière d'accès, en matière de création des lieux publics, marchés, cimetières, un peu partout. Il n'y a pas de souci. Ces localités aujourd'hui de 50 hectares pour les BTP, forcément, des gens vont partir. Il a fait allusion par rapport à l'aéroport du côté de Koya, un peu plus loin en allant à Forikaria, où les gens sont venus. Oui, parce qu'on sait, quand on arrive à construire, vraiment, ça va attirer les gens. Les écoles seront là, les lieux de loisirs, on seront de faire. Sauf que, on se demande, est-ce que les BTP, au-delà du côté politique, est-ce que eux aussi, ils vont se déplacer, ils vont tenir compte de cette proposition? Est-ce qu'ils vont commencer à vraiment s'intéresser sérieusement et à s'installer? Parce que nous savons très bien, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si c'est en 2021, 2020, avec le président Alpha Condé, on a donné un domaine très vaste du côté de Kouria pour les vendeurs de véhicules. Les vendeurs de véhicules, des parcs, pour qu'on désengorge un peu. Mais jusque-là, mais jusque-là, ils disent quoi que parce que c'est loin de la capitale, c'est loin de Conakry. Mais je pense qu'ils ont mis en évidence récemment, on me dit que pour ceux qui devaient faire des dédouanements, devaient aller, je ne sais pas si c'est à Kouria, je ne me rappelle pas, de ce côté. Si, je pense qu'ils ont commencé. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des parcs un peu partout à Conakry? Oui. Vous savez quand même dans les quartiers, parfois même c'est dans les concessions, on essaie de tirer de l'espace, on vient vraiment s'accommoder là, et puis voilà, c'est terminé. S'ils ont réussi à le faire du côté de la cité ministérielle, quand vous quittez Gamal, sur la route de Donka, où des immeubles sont sortis de la terre, les parcs qui étaient là, on a pu les déplacer. Ce n'est pas le cas partout à Conakry. Il y a des parcs automobiles un peu partout. Cela n'a pas été, il n'y a pas eu de suivi. Moi, le seul problème que j'ai aujourd'hui, par rapport à toutes ces créations, par rapport à toutes les idées que nous avons aujourd'hui, c'est le suivi. Si on ne met pas le suivi, on n'ira nulle part. Moi, le rêve guinéen, c'est bon, c'est intéressant, mais il faut qu'on essaie d'accompagner. On parle aujourd'hui des BTP par rapport à cet espace, de ce domaine de 50 hectares. Mais parcs automobiles, ils sont encore là. Parce que probablement, sûrement, il y a eu des Guinéens qui ont touché de pots de vin pour les laisser tranquilles. Les forces de l'ordre, les forces de sécurité on doit créer des conditions pour qu'on applique, qu'on veille sur l'application des différentes décisions gouvernementales du pays. Si cela n'est pas fait, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Il faut qu'on essaie d'exécuter. Quel que soit, si on dit aujourd'hui, tous les ports, comme on appelle, tous les parcs, tous les véhicules qui doivent venir en Guinée doivent être du côté de Forikaria ou du côté de Zérékoré, même s'il n'y a pas de port. Vous allez voir combien de fois on peut créer des conditions pour que cela se passe. Comment je vais dire ça? Mali n'a pas de port, mais Mali, il y a des véhicules à Conakry. Et comme on appelle, il y a des véhicules à Bamako. Ça circule un peu partout. Qui s'est plaint de venir chercher des véhicules au port de Conakry, au port de Dakar, au port d'Abidjan? Ils vont chercher des véhicules. Alors que nous, à peine 50 km, on dit non, c'est trop loin. Quand même, l'État doit taper sur la porte. Que l'État se réveille alors. Que l'État se réveille. Mali ne se plaint jamais. Ils viennent chercher au port de Conakry. Regardez la distance, plus de 1000 et quelques kilomètres que nous avons. Mali, Bamako, Conakry, Bamako, Dakar, Bamako, Abidjan, c'est là-bas les véhicules viennent. Certains véhicules même viennent à partir de, comme on appelle, du Maghreb, qui est en passant par le Maroc avant d'arriver, ou en Mauritanie avant d'arriver au Mali. Mais qui a dit qu'il n'y a pas de véhicules à Conakry, comme à Bamako? Qui a crise de véhicules? Mais il y en a un peu partout. Les parcs, on peut les trouver. Mais on va chercher loin. Pourquoi en Guinée, on a ces problèmes? Les BTP, c'est la même chose. La même chose. Et comme on appelle, l'une des plus grandes entreprises BTP ici, ce n'est pas de la publicité. Guico Press, ils étaient obligés d'aller encore un peu plus loin en allant vers du Breka. C'est là-bas qu'ils ont trouvé un point à l'époque. Mais aujourd'hui encore, c'est restreint.
La place, il n'y en a pas. Ils sont obligés de trouver encore de l'espace. Les 50 hectares, on peut penser que c'est beaucoup. Mais c'est peu par rapport au nombre d'entreprises qui évoluent dans le secteur de BTP. Et quand ça s'est fait, ils arrivent vraiment à s'émanciper. On aura maintenant la chance que nos entreprises dans le secteur de BTP se comparent à d'autres entreprises de BTP de la sous-région. Parce que vous êtes en savoir qu'ils sont encore nombreux. En tout cas, pas nombreux, c'est vrai. Bien. Mais certains BTP qui évoluent du côté de la Sierra Leone, ils sont en Guinée, mais ils sont en Sierra Leone et arrivent à bénéficier des marchés. Et c'est dans l'intérieur, c'est la Guinée qui gagne, c'est les entrepreneurs guinéens qui gagnent à l'extérieur. Ils arrivent à décrocher des projets que la CEDEAO, dans la construction de certaines infrastructures, que la CEDEAO finance, et le marché des Guinéens, des BTP guinéens, arrivent à décrocher ces projets. Parce que des machines sont là, ils ont les capacités d'envoyer des machines, ils ont de l'espace où les garer, ils ont la capacité de transformer le goudron, tout ce qu'on connaît en matière d'enrobage pour mettre le goudron, ils ont toutes ces machines-là ici. Mais si tu n'as pas d'espace où garer, où mettre ces machines-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est bien, et dans l'État concède, l'État aussi essaye de vraiment sortir le fouet qu'il faut pour vraiment faire respecter, non mais c'est sérieux, faire respecter les décisions gouvernementales. Non mais c'est clair, c'est une manière de parler. Oui, mais le ministère de la Sécurité c'est quoi? Non, c'est une manière de parler. Si on te dit à partir de maintenant, on ne va pas polémiquer. Non, ce n'est pas de la polémique, mais c'est une manière de parler. Mais le ministère de la Sécurité, BAC c'est pourquoi? Il n'y a pas de matraque. Matraque, c'est pourquoi. Et puis, il y a quelque chose, en parlant de cela, il y a quelque chose qui me traverse. Il y a quelque chose qui me traverse la tête là. Je pense qu'on a oublié des choses. Sortons un peu de côté de BTP, sécurité routière. Il fut des temps ici, dans les années milieu des années 90, 81, 95. Le vieux. Ce qui faisait de n'importe quoi dans la circulation guinéenne. Les anti-gangs. C'était simple. On t'arrête, ce n'est pas chercher à prendre. On te met sur le capot, et puis voilà, très bien, tu prends quelques coups, 20 coups, 30 coups, 40, tranquillement, et puis on continue. Il était jeune à l'époque. Donc ça, c'est des trucs qui se passaient à Conakry. Ça se passait à Conakry et on veillait, le respect était là. Mais aujourd'hui, tu cries, tu l'insultes, le policier, c'est parce qu'il veut 5 000 francs, 10 000 francs, il ne va pas le faire. Bien. Tu vois, donc je pense qu'accompagnons l'État, aidons l'État pour qu'on cède, pour que nous-mêmes nous arrivions à se développer. Si cela n'est pas fait, on continuera toujours à broyer le noir, comme certains quartiers de Dar es Salaam où le noir est toujours. Non, pas de Dar es Salaam, c'est de Koloma. Et de Koloma, hein, voilà. À Dar es Salaam, il y a de l'électricité. Non, c'est Dar es Salaam, pas Dar es Salaam. Et pourtant, la route tourne. Hein. Il faut éviter aussi. Cette route ne va pas tourner. Oui, la route tourne à sens inverse. C'est de sens contraire. Vous savez, Koloma, pour ceux qui connaissent un peu, comprennent sous Kolo, c'est ce que ça veut dire. Oh, c'est lent alors, tout ce qui est lent là. Anakolo Nama, non. C'est Kolo, c'est le caméléon. Le caméléon qui change. Et tout change. Non, lui, son quartier, c'est Koloma. Anakolo Nama. Donc, même s'il y a l'obscurité là-bas, il n'y a pas de problème. Un jour, ils auront du. On verra. Moi, j'aimerais quand même rajouter cela. Et mon cher ami disait que les 50 hectares étaient petits. Je dis que non. Il faut éviter le va-vite. C'est ce qui est important. Donc, il valorise d'abord ces 50 hectares, que les gens sachent de quoi ils sont capables. Cela aussi est très important. Parce qu'en leur offrant plus, il y aura du business derrière. Bien. Attention, le Guinéen, il faut ouvrir bien les yeux. Il faut ouvrir bien les yeux. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez faire calculer petit, ça va exploser et vous allez avoir du mal à gérer la situation. Mais il faut commencer petit à petit. Je n'ai pas dit que c'est négatif, je dis que c'est déjà bon. Voilà. D'abord, du fait qu'ils ont eu un premier pas, ça il faut saluer cela. Après, avec l'appétit vient en mangeant petit à petit, on verra le reste comment ça va aller. Mais pour et surtout, nous verrons maintenant la gestion rationnelle. Il ne suffit pas qu'on nous annonce là et que le partage se fasse entre copains. Copains ou taquins. Et ce qui reste clair aussi, je pense qu'il y a attire mon attention. Il faut dire aussi qu'il ne faut pas dire que seulement il ne faut pas penser aux grands, il faut penser aux petits. Mais c'est les grands qui sont en train de faire beaucoup de choses, ils vont faire des preuves, accompagner-les et créer des conditions pour ne pas que les grands aussi écrasent les petits. Bien, ce qui est déjà très bien compris, on tourne cette page et cette fois-ci nous parlons de cette affaire qui attire les attentions du côté de Sonfoni-Araï vers Kokoma, il faut le dire, depuis plus de 48 heures maintenant. La mort suspecte d'Aminata Diallo, âgée d'environ 2 ans, suscite des interrogations de ce côté. Cette fillette d'au moins 2 ans a été retrouvée morte et enfuie dans un sac de riz vide. Les causes n'ont pour l'heure pas été élucidées. Enfant unique, les parents
prennent pour complice ou bourreau une certaine Namari qui aurait donné l'alerte, le lieu et les conditions dans lesquelles la défunte était avant de prendre la tangente pour un court moment. Arrêtée puis conduite au poste le plus proche, les agents qui l'ont auditionné l'ont finalement libérée faute de preuves, explique-t-il. Les parents qui s'interrogent sur cette conclusion rapide parlent de complicité. Mais comment tout cela est-il arrivé? Nous allons aller avec cet élément de reportage réalisé par la rédaction politique de groupe Kavi Média. Derrière, on se retrouve pour le décryptage. Dans un moment, nous sommes dans la famille Diallo à Sonfonia Rail où habitent les parents d'Aminata Diallo, une fillette d'un an 8 mois dont la mort plonge le quartier dans la consternation. L'enfant a été découverte morte aux environs de 12 heures ce lundi et ensevelie dans un sac coincé dans ce couloir à 10 mètres de la maison familiale. Sur le lieu du crime, seul un vêtement. Dans la famille, c'est tout un choc. C'est la seule enfant que j'ai. Chaque fois, je l'appelle Bolokara. Si je l'appelle, elle dit na, maman. Des fois, elle me dit Mariama. Elle est la seule fille pour ses parents. Selon les témoignages, Aminata Diallo jouerait avec ses amis quand elle se serait retrouvée dans les pièges de son bourreau. Ses amis l'ont perdue de vue quelques moments avant d'être découverte sans vie et déclarée à la famille. Son père en a été informé après que le corps a été conduit à l'hôpital pour avis du médecin légiste. Il se dit dépassé. Bon, c'est douloureux, c'est difficile, mais je m'en remets à Dieu. J'appelle seulement aux autorités de renforcer la sécurité, parce qu'il y a trop de tueries. La famille réclame des enquêtes sérieuses et la justice, sur place, la brigade de recherche pour des enquêtes préliminaires à l'effet de retrouver le bourreau. Aucune hypothèse n'est à minimiser. Dans le couloir, une échelle placée à quelques microns d'une cour inhabitée. Les agents l'offensent à la recherche des éléments. Triste fin pour cette fillette de moins de 2 ans, paix à son âme, il faut le dire, très attristé par ce qui est arrivé à cette famille du côté de Sonfonia Rail. Incompréhensible, il faut le dire. Nous avons suivi Fodé Bangali dans Soko, ce récit de notre reporter Amara Bangoura de la rédaction politique. Aujourd'hui, les parents se posent des questions parce que celle qui est soupçonnée d'être à l'auteur ou la cause de cette fin tragique a été libérée faute de preuves. Ouais. Voilà, c'est un d'abord récit glaçant. Et je prierai quand même pour l'âme de la petite, voyez-vous, mais c'est ce qui est... Le pays, là, vraiment, ça ne va pas, sincèrement. Non, ça, ce n'est pas lié au pays. Non, écoutez. Les faits sont là. Vous savez, et souvent, cela arrive. Et puis, actuellement, c'est un phénomène qui est très récurrent. Dans la commune de Kagbele vers là-bas. Vers Kagbele, il y a un quartier qu'on appelle Dondo-le-Roré. Et il n'y a pas d'arrestation, les bourreaux ne sont pas connus. Donc, ce qu'il faudrait aussi éviter, parce que si la dame était venue dire qu'elle a retrouvé le bébé dans un sac de riz vide, ainsi de suite, vous savez, en Guinée, on ne réfléchit pas 2 fois à ces genres de choses. Même si c'est pas elle, les gens pouvaient s'attaquer à elle et puis la tuer. Voilà. Donc, il faudrait aussi qu'il donne la chance à la justice et aux forces de sécurité de mener bien les enquêtes afin qu'on puisse arrêter les coupables. Cela est très important. Voilà ce qui est arrivé, comme tu le disais tout de suite. Elle a été interpellée, arrêtée et interrogée. Après, elle a été libérée pour faute de preuves. Donc, cela est important. Mais je voyais aussi les parents et les proches en train de dire non, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Voilà, je comprends le choc pour le moment, mais il faudrait quand même qu'il y ait du sérieux dans ce pays. Les forces de sécurité, je dois interpeller un peu le gouvernement. On doit réinventer cette structure. Cela est très très important. On ne peut pas réinventer. Non, tu sais pourquoi je le dis? Je dis, il y a trop de crimes qui n'ont pas été résolus dans ce pays. Sincèrement, il y a trop de crimes. Sinon, ça ne peut pas se faire de façon répétitive. Ok, il faudrait mener des enquêtes, il faudrait faire des recherches, mettre à l'abri les gens face à ces criminels.
C'est très très important. Parce qu'une fillette de 2 ans, je ne peux pas comprendre, qui puisse être atrocement tuée, assassinée. Pourquoi? Le pourquoi, personne ne le sait. Cela est très important. Personne ne le sait. Je sais que certains ont envie de bien faire, de trouver les coupables. Parce que c'est leur rôle de trouver les coupables. Mais s'ils ne le font pas, c'est pas bon. Nous en parlons aujourd'hui, mais dans 1 à 2 semaines, personne n'en parlera. Sauf un jour encore, un beau matin, on va se réveiller. Nous apprendrons aussi que quelque part là-bas, on a retrouvé le corps d'un enfant, d'un tantati, patata, patati. C'est toujours comme ça. Mais les coupables ne sont jamais retrouvés parce qu'il n'y a pas de sérieux. Et souvent, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour mener des enquêtes à terme. Et pourtant, les criminels là ne sont pas loin. C'est ça la vérité. Ils ne sont pas souvent loin. Parce qu'ils ciblent leur bourreau pour faire ça. C'est ça le besoin. Donc, il faudrait quand même... Ils ciblent leurs victimes. Ils ciblent leurs victimes plutôt. Donc, si les enquêtes sont menées de façon sérieuse, je le dis haut et fort, ils pourront trouver les gens là qui sont en train de commettre ces crimes crapuleux. Donc, il faudrait quand même ça, il faudrait que cela s'arrête. C'est très dommage. Et regardez le père de famille qui ne trouve rien à dire parce qu'il est abasourdi, il est choqué, qu'il s'en remet à la volonté du bon Dieu. Déjà, dans ses premières déclarations, il a raison. Parce qu'il se dit, à quand les forces de sécurité pourront retrouver les coupables? Donc cela est aberrant. Il devrait d'abord interpeller, pour moi, parce que nous vivons sur la terre des hommes, dire, il faudrait que les criminels soient trouvés, ou bien le criminel soit trouvé. Soit traqué. Après, et le bon Dieu maintenant fera le reste. Mais si on s'en remet déjà au bon Dieu, ça veut dire quelque part, ça ne va pas. Donc, les images sont choquantes. Et je suis vraiment sombré là où je suis assis. Mais tout compte fait, abattu et désemparé. C'est ça la vérité. Et interpeller encore le ministère de la Sécurité de faire du sérieux dans ce qu'ils font pour traquer ces gens-là, pour qu'on puisse arrêter au moins, parce qu'on ne pourra pas complètement finir avec la criminalité, mais quand même réduire ce phénomène. Cela quand même ira mieux pour le pays. Diallo, le récit, on a eu plus de détails hier avec notre consoeur Mariam Abouibari, qui est très proche de la famille de la victime. Effectivement, paix à l'âme de la petite Aminata. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, je soulève quelques incohérences venant de la part de la gendarmerie ou de la police, parce qu'on voit la présence de la police ici sur les lieux. Et entendre la grand-mère de la petite Aminata, parce qu'elle a l'habitude d'aller au marché et revendre, et puis voilà. Quelquefois, si les voisins sont là, elle peut laisser la petite là-bas avec son manger et partir. Ce qu'il faut dire, c'est que ce jour-là, tous les voisins n'y étaient pas, puisque tout simplement, ils avaient un décès du côté de Bofa, et que voilà, donc il fallait partir avec elle. Entre-temps, il est allé avec elle, mais ne pouvant pas peut-être rester avec elle au niveau du marché, elle a dû lui remettre son riz pour pouvoir revenir à la maison. Je crois que pour que la nommée Namari puisse s'occuper d'elle. Parce que voilà, donc Namari, elle était à côté. Donc voilà, c'est là où je n'arrive pas à comprendre effectivement comment tout cela peut se passer. Parce que il était 12 heures là en plus. Oui, absolument. 12 heures. 12 heures. Voyez-vous, donc c'est Namari qui devrait veiller sur elle avec certains de ses amis à côté. Et puis voilà, finalement, 5 minutes après, selon la grand-mère, c'est Namari qui court pour dire attention, venez, il faut venir voir votre petite fille là, elle est dans un sac. Dans un sac, comment? Parce que pour elle, peut-être, ça peut être un jeu. Et finalement, elle n'a pas pu peut-être prêter attention à cela. Mais elle insistait, la nommée Namari insistait de venir. Finalement, effectivement, elle avait trouvé que la petite n'était pas morte, mais elle était à l'agonie, disons comme ça. Elle soulevait sa tête, ça n'allait pas. Et puis voilà, finalement, ils sont allés à l'hôpital. C'est à partir de là-bas qu'elle a dû rendre l'âme. Entre-temps, selon les dires de la grand-mère, au regard de certains agissements de la nommée Namari, elle tremblait, elle faisait des signes d'une culpabilité selon elle. Il fallait appeler la gendarmerie, ce qui fut fait. La gendarmerie a été appelée, elle a été interpellée. Et bien finalement, au niveau de la gendarmerie, et c'est ce qui m'étonne, ce qui interpelle un peu ma curiosité, en un laps de temps, comment se fait-il que... À moins d'une journée. Oui, absolument. Comment se fait-il que la gendarmerie nous dise que non, elle n'est pas coupable, et puis voilà, on la relaxe purement et simplement.
alors qu'elle est la coupable. Je ne suis pas en train de dire que Namari est la coupable, mais en réalité, la gendarmerie aurait dû quand même avoir tout le temps possible pour pouvoir avoir tous les éléments des investigations pour dire, ben, attention, elle n'est pas coupable, mais nous montrer la piste plausible qui pourrait être à l'origine de cet assassinat crapuleux. Mais on ne nous dit pas, selon toujours la grand-mère, qu'il y aurait une complicité et que Namari aurait des relations avec certains de ses agents, ce qui expliquerait effectivement cette affinité et cette relâche de Namari. Donc, l'un dans l'autre, la famille exige à ce que, disons, cette affaire soit renvoyée dans une autre gendarmerie ou dans un autre service de la police ou de la gendarmerie ou au niveau de la police judiciaire. Donc, l'un dans l'autre, voyez-vous, il y a un problème. Et c'est comme cela. Il y a certains agents, il y a certaines gendarmeries ou certaines polices, c'est comme cela. C'est-à-dire qu'ils ont des relations avec les uns et les autres. Vous venez, vous posez votre cas, ils font tout pour étouffer à l'interne, quelle que soit la dimension de la criminalité commise. Ouais. Alors qu'en réalité, là, on parle là d'un assassinat. On ne devrait pas jouer avec quelles que soient les relations, même si c'est votre fils. Vous ne devez pas effectivement mettre en avant cette affinité-là. Alors qu'en réalité, je suis ceux qui pensent qu'on n'acquise ni Paul ni Pierre dans cette affaire-là. C'est devenu récurrent à Sonfonia, notamment quand après Dondoli Kouré, c'est à Sonfonia. Absolument, ne me dira pas le contraire. Oui, à Dondoli Kouré. Après là-bas, c'est à Sonfonia. Excuse-moi de placer ça. Nous avons tellement nous avions tellement couvert des crimes crapuleux de ce côté que maintenant, quand on vous appelle, vous avez du mal à vous y rendre. C'est pas une nouveauté. C'est soit quelqu'un a perdu ses membres, soit quelqu'un, vous venez, c'est ses yeux qui ne sont pas là, excusez-moi d'être direct, soit c'est la personne est éventrée. Donc il y a des crimes crapuleux de ce côté. Et aujourd'hui, on ne comprend rien. C'est des viols. Quelquefois, c'est les organes génitaux qu'on amène. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je ne veux pas citer. Honnêtement, ça devient... C'est inquiétant, oui, Diallo. C'est vraiment inquiétant. Hein. Honnêtement, nous savons de quoi nous parlons. Non, pour finir, ce qu'il faut dire, c'est que je crois que c'est important. Et c'est de leur droit le plus absolu, s'ils ne sont pas satisfaits de la prestation de la prestation ou du service rendu par cette gendarmerie-là, ils peuvent effectivement se dessaisir effectivement et puis aller quelque part, aller là où ils seront naturellement satisfaits, parce que ça continue. C'est des rituels qui continuent partout. Ça se fait pas plus tard. Il y a de cela 3 mois ou 4 mois. C'est au niveau de l'église de Sonfonia aussi. On avait découvert aussi. 3 mois. 3 mois. Donc, ça se passe l'un dans l'autre. Cette nommée Namari, elle doit savoir quelque chose. Elle peut ne pas être directement impliquée. Non, mais elle est indirectement impliquée. Tu ne peux pas trouver une fillette qu'on t'a confiée. Excusez-moi, je ne suis pas le juge. Je ne suis pas celui qui est chargé de cette affaire. Je ne suis pas inspecteur. Mais au regard des faits, je peux dire que Namari est indirectement impliquée. Indirectement responsable aussi, dans le cadre de la responsabilité. Vous voyez? Comment est-ce que tu peux voir une fille qu'on t'a confiée dans un sac de riz inerte, qui ne bouge pas, au lieu de te mettre d'abord à sauver la fille ou à savoir de quoi souffre-t-elle ou qu'est-ce qui se passe, tu accours vers son parent. Mais écoutez, c'est inadmissible. C'est incompréhensible. Et puis pendant que tout le monde était dans la débandade, chacun se posait la question, il continue à préparer tout doucement. C'est incompréhensible. Honnêtement, et dans tout ça, malgré que, selon le témoignage de sa grand-mère, de la grand-mère de la victime, malgré tout cela, elle vient de le rappeler, elle était là, elle faisait ses activités sans aucune crainte, pendant que l'enfant d'autrui est en train de suffoquer. L'enfant d'autrui est en train de perdre la vie à petit feu. Écoutez, d'abord il y a de la cruauté, même si ce n'est pas elle la coupable, on peut dire qu'elle est d'une part cruelle. Moi, je ne peux pas avoir cette cruauté de voir un enfant qu'on m'a confié, qui vient jouer chez moi chaque jour, perdre la vie, qui est entre la vie et la mort, et continuer à mener mes activités. Mais écoutez, c'est cruel. Si je n'en sais pas quelque chose dedans. Oui, Mohamed Ba. C'est regrettable. C'est devenu une série. Parce que vous avez parlé de cas de Sonfonia, de Dondolouré, ou je ne sais encore où. À Kamsa, rien que cette année, c'est pas moins de 2 ou 3 cas qu'on a entendu parler de côté de Bagataï, de Kassongoni, ou je ne sais pas encore où. Ou d'ailleurs, là-bas, on a même égorgé un des enfants de 12 ans. C'est devenu vraiment une série. Ces différents crimes rituels même. Parce que pour la petite,
la fillette là, on a parlé qu'il y a des trous sur sa main, quelque part, des trous qu'on a constaté, sa tête a été cognée, on sent qu'il y a eu, sa tête était cognée quelque part. Un choc. Et le temps que Namari a pu prendre pour aller informer la grand-mère est revenu, la petite est encore vivante. Bien. La grand-mère l'a appelé, qui a fait ça, la petite a soulevé la tête, et puis encore l'a mis la tête sur les épaules de la grand-mère. Après ils ont parti à l'hôpital. C'était fini. Mais dire maintenant que la dame, la jeune fille ou la jeune dame Namari devrait recouvrir encore sa liberté sur le coup, sur le champ, je pense, comme tu l'as dit, nous ne sommes pas juges, mais ce sont des analyses que nous pouvons faire. Pour moi, c'était très tôt de le faire. Elle ne peut ne pas être du tout impliquée, c'est vrai, mais elle peut être une bonne piste. Parce qu'il fut un temps, elle tremblait. Pourquoi elle tremblait? Elle tremblait là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle tremble? Est-ce que c'est parce que c'est la situation qui est en face maintenant, ou bien le processus ce qui l'a amené jusque-là? La petite se retrouvait dans le sac. Est-ce qu'elle a vu quelqu'un? Elle n'a pas vu quelqu'un. On ne prend pas Namari parce que c'est elle qui a fait ça. Mais c'est pour poser des questions à Namari, éclairer vraiment la lanterne. Parce que quand elle parle, les gens écoutent autour d'elle, qui vont prendre note, qui poseront des questions, savoir c'est elle ou ce n'est pas elle. Qui est venu, qui n'était pas venu, depuis combien de temps? L'ensemble de ces questions. Le sac là, on l'a pris, le sac là où? Un sac vide de riz ne se promène pas partout comme ça. Ils mettent l'enfant dedans. Et l'enfant avait porté encore, était habillé avec selon sa grand-mère. Mais on retrouve l'enfant nu dans le sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cela ne pouvait pas se produire sans que la nommée Namari n'entende des cris. Ça, des alertes. Ça pourrait être possible sans qu'elle n'entende. Des alertes. Non, c'est une fillette de 2 ans. Pas de la fillette, mais peut-être des bruits derrière une maison. C'est une fillette de 2 ans. Si ça trouve que c'est un Gaza qui a fait ça, si ça trouve que c'est un gaillard, un colosse qui a fait ça, mettre la main sur la bouche d'une petite de moins de 2 ans. De moins de 2 ans, son bruit va faire quoi? Mais c'est les enquêteurs qui peuvent nous permettre de tout ça. La petite, elle ne devrait pas bouger. La façon par laquelle que Namari est habillée, Namari devrait être loin de la maison. On devrait l'envoyer comme ça, voir son corps, s'il n'y avait pas rien de trace sur elle, l'habit qu'elle porte et tout ça. L'environnement, la personne d'autre, on devrait complètement circonscrire l'environnement. Les gens ne rentrent pas là. Les pièces de conviction, qu'on devrait trouver quelque chose sur place. L'ensemble de tout ça. Est-ce que nous aussi, la police, la sécurité, ils sont ces équipements qu'il faut? La bande dont on dit on n'est pas franchi, qu'on devrait mettre là pour circonscrire l'environnement. La cour qu'ils ont défoncée selon l'image que nous avons eue, tout ça devrait nous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'échelle là, l'échelle appartient à qui? L'échelle est où d'abord? Comment l'échelle est arrivée là? Est-ce que l'échelle est là depuis toujours? L'ensemble de ces questions devraient me permettre de trouver. Ça, c'est une première partie. Deuxième partie, vraiment, les sanctions par rapport à des situations, des cas comme ça, on devrait revoir nos textes de loi. Nos textes de loi. Ça, il faut revoir cela. Dire que, parce que sur le plan international, qu'on lutte contre la peine de mort, pour moi, il y a des situations, c'est impardonnable. La façon par laquelle qu'on pardonne ces gens, on dit qu'ils donnent droit à la vie, qu'on ne doit pas les exécuter. C'est la même façon aussi que le monsieur. On ne va pas aller jusqu'à la peine Abdallah, tu peux me laisser continuer, s'il te plaît. On ne va pas aller jusqu'à la peine de mort. Moi, je ne discute même pas cela. Moi, je ne discute pas. Je ne répliquerai pas à ce que tu dis. Ça, c'est autre chose. Moi, je ne reviendrai pas sur ça. Je dis juste ce que je pense. Ma vision des choses, ce que j'observe. Et pour moi, ce qui doit être fait. On pense que les criminels, ceux qui pourraient être jugés avec toutes les preuves possibles qui sont responsables de ces crimes vraiment odieux, qu'on pense qu'ils doivent vivre, les personnes qui sont victimes aussi, des proches. La femme nous a dit en l'antenne tout à l'heure que c'est son enfant unique. Sa fille, on l'appelle Bolokada. Et nous savons en Malais ce qu'on appelle Bolokada. Je parle de ça, j'ai la chair de poule qui me traverse le corps. Tellement ça fait mal. Dire que des gens comme ça, si on arrive à trouver des coupables, on doit juger la personne 5 ans, 7 ans avec 5 ans, 2 ans avec, comme on appelle, sursis. Et puis il se retrouve encore revoir avec la femme tous les jours dans le quartier. Pour moi, il faut faire attention. Qu'on ne condamne pas, comme on appelle, qu'on arrive à faire la part des choses. Les victimes sont des victimes. Les coupables sont les coupables. Les innocents sont les innocents. Mais vraiment, ces crimes-là, personne ne peut souhaiter que son enfant vit cela. Personne ne veut voir cela. Mais
pour faire plaisir à des ONG, on dit non, il faut éviter la peine de mort, il ne faut pas le faire, il faut lutter. Je suis pour la peine de mort. Pour des cas comme ça, je le dirais à qui veut l'entendre, c'est mon droit, c'est mon opinion, parce que là, ça n'a que trop duré. On l'entend tous les jours dans nos quartiers, on l'entend tous les jours dans les préfectures, que des crimes rituels se passent. Des crimes rituels, quand on dit crimes rituels, ce sont des gens soit qui veulent avoir du pouvoir, qui veulent avoir de l'argent, et puis ils veulent avoir quoi pour pouvoir tromper le peuple de Guinée. La notoriété aussi. Donc ça, vraiment, il faut revoir nos textes de loi. Droits de l'homme, c'est vrai, droits de l'homme, on est tous d'accord, mais quand des preuves sont là, que telle personne est coupable de tel, que ça se passe devant people, que ça se passe devant people, qu'on sache que si tu arrives à... Parce que là, ce n'est pas la personne qu'on condamne, mais c'est que des probables clients vraiment à commettre ces bêtises. Il faut les dissuader. Si on ne dissuade pas, cela va continuer. On va continuer. D'ici la fin de l'année encore, on va entendre parler des cas comme ça, des crimes rituels un peu partout en Guinée. Parce qu'on entend tous les jours à Conakry comme à l'intérieur. C'est vrai que la partie visible de l'iceberg que nous voyons là, ceux qui sont déclarés là. Ouais. Et je suis sûr que ça se passe tous les jours à Conakry et à l'intérieur du pays, des crimes rituels. Et Abdallah, ce qu'il vient de dire, c'est pas gravissime concernant déjà et sa position sur comment, la peine de mort. La peine de mort. Le pays le plus civilisé au monde aujourd'hui, c'est les États-Unis. Sur le cas aussi de d'Aminata et de Namari, là où moi aussi je me pose la question, parce que c'est très important. Vous savez, les criminels, c'est des chercheurs. Là, il ne faudrait pas l'écarter. C'est des gens, ils viennent, ils observent toujours là où ils pourront commettre leurs crimes. Cela est très important. Et les agents des forces de sécurité aussi font leur travail. Je ne dis pas qu'ils sont dans la précipitation au moment où ils ont libéré la fille. Mais sûrement, ils sont sûrs aussi qu'elle ne prendra pas la tangente. Si elle ne se reproche pas. Elle ne peut pas être sûre de ça. Et si elle a tremblé aussi, mon cher ami disait qu'elle ne devait pas trembler, elle peut trembler. Vous savez, nous tous qui sommes présents ici, face à des crimes, nous n'avons pas les mêmes réactions. Cela peut être naturel. Même si tu n'as pas commis quelque chose, tu peux trembler ou il y a un réflexe. Donc tout ça là peut arriver. Donc il faut traiter quand même les problèmes avec assez de finesse. C'est très important. Écoutez, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, non, tu es déjà coupable. Souvent, on a rencontré ça. Moi, j'ai rencontré ça au Ghana. Il y a un capitaine qui se promenait, qui faisait son jogging le matin. Donc, il y a un voleur de vache qui avait fait un crime quelque part. On le pourchassait. On dit, on trouve le monsieur en train de courir. Automatiquement, on le confond. On l'attrape, on l'abat, on le brûle. Mais il a fallu que le président se lève pour dire non. C'est après qu'ils ont retrouvé le coupable. Mais au mauvais lieu, au mauvais moment. Raison de plus de faire attention, à la peine de mort. Parce que tu sais pourquoi? Oui. Aux États-Unis, ils se sont trompés. Non, il parle des coupables. Moi, je parle des coupables. Deux fois, on peut se tromper de coupable. Écoutez, de personne. Écoutez, le juge, le seul juge au monde, le seul juge qui ne se trompe, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Raison pour laquelle je reste tout à fait sceptique quant à l'adoption de la peine de mort, parce qu'on peut se tromper. Et quand on se trompe dans un jugement, mon frère, nous sommes en Afrique. On peut plus tu connais déjà comment la justice se porte en Afrique. Mais il y a des gens même qui sont en prison aujourd'hui qui ont fait 10 ans. Et pour rien. Ils sont pas coupables. Pour rien. 10 ans dans le vide. Il a fallu quand on adopte cela, les gens ils vont commencer à prendre des peines pour en finir avec leurs ennemis. Voilà. C'est ça qu'il faut craindre aussi. C'est-à-dire, ils peuvent te mettre dans des situations comme ça et que tu ne puisses pas t'en sortir. Tu ne pourras jamais t'en sortir, ça c'est vrai. C'est pourquoi j'ai peur. À tort, oui. À tort. Parce que la question aussi, je me pose, il y a des éléments sur le lieu de crime. C'est ma crainte quoi, je partage son avis, mais ma crainte se pose. À des situations pareilles. Attends, il y a des éléments aussi sur les lieux de crime. C'est ce que j'ai dit, je suis d'accord avec lui, j'ai juste peur que les gens n'utilisent cette loi pour... Il y a un ministre guinéen ici qu'on appelle... Abou Kamara, il était devenu infirme même. Il est décédé depuis longtemps. Oui, bien sûr. Voilà, les gens l'ont traité de tous les noms parce que lui, il était clair, il était droit dans les bottes. Pour lui, la peine de mort, pour lui, il fallait l'appliquer. Est-ce qu'il l'a appliqué? Il l'a appliqué. Il n'y a rien à dire. Regarde, il a appliqué sur des gens parce qu'il y a certains de ces gens que je ne vais pas nommer qui sont venus tuer des élèves qui préparaient l'examen. Donc, après, on les a vus comme des héros. En Guinée, c'est ça le problème. Souvent, tu vas voir, je te le dis. Oui, attends. Qu'est-ce que tu racontes là? Ce que je raconte là, tu vas comprendre tout de suite. Regarde pour le 28 septembre, les événements malheureux du 28 septembre. Lorsque les familles sont éplorées et tout, lorsqu'on a commencé le jugement et que les gens ont commencé à parler, les gens ont dit, ah, Toumba c'est un héros.
lui c'est un héros. C'est un héros, c'est un héros. Oui, on a créé ici des fausses stars. C'est des jeunes qui sont reprochés de crimes. Et après, quand le jugement se fasse, les gens maintenant les voient en grand. Mais c'est ça, c'est ce que le Guinéen fait. Des stars. Par fini, les Mathias là étaient comment? Non, il fallait l'autre même, Denka Massaré, comme il dit, il a décrit la grenade, on dit non, il était bon dans l'armée. Donc il fallait le libérer. Automatiquement, on voit le potentiel. On voit le potentiel. Donc on ne voit plus le crime qu'il a commis. C'est ça le problème du Guinéen. Donc quand il y a un crime grave, les gens sont choqués. Mais quand il y a jugement, ils disent ouais mais telle personne c'est un bon acteur. Non, il doit être bon, c'est... Il a une expertise. Déjà on commence à porter certaines mêmes... On ne pèse pas le poids. Voilà, on porte déjà à la tête des partis politiques. Dès qu'un menteur était des partis politiques. Oui, parce que Toumba était nommé à la tête. Je veux dire, mais il a accusé des crimes graves. C'est la société guinéenne aussi. L'un dans l'autre, la petite l'a nommée Namari. On l'avait confié, on avait l'habitude de la confier, la petite. Elle avait une responsabilité de veiller sur la petite. Encore une fois, ce qui s'est passé. On n'accuse pas d'emblée la nommée Namari, mais les enquêtes sérieuses doivent être menées à ses côtés pour pouvoir effectivement démontrer ou peut-être établir la culpabilité ou non de Namari. C'est fondamental de ce côté-là. On ne peut pas s'en débarrasser. Pourquoi on en doute? Et ces doutes-là est en train d'être nourris par le comportement ou les comportements de ces gendarmes-là. C'est parce que tout simplement, on ne peut pas en un clin d'œil pendant en 24 heures ou en quelques heures comme ça, vous la relaxez, vous dites que non, d'emblée, elle n'est coupable de rien. Numéro ça de ne peut pas, son téléphone, tout ça devrait se récupérer sur le coup. Absolument. Tout son numéro de téléphone sur le coup. Il y a une échelle aussi, il y a une échelle aussi, il y a les éléments aussi. De tracer tout cela pour pouvoir comprendre cela. C'est fondamental. On ne peut pas, c'est inadmissible. Et puis elle continue comme ça, c'est comme si rien n'était. Et quand c'est comme cela, je crois que c'est important à un certain niveau. Sinon, voyez-vous, quand ça continue comme ça, c'est des facteurs qui peuvent créer ce qu'on appelle la vengeance à tout niveau. Les gens ne pourront plus compter sur la justice guinéenne. Mais quand ça se fait ici, vous imaginez, ils vont essayer de répliquer et finalement, c'est des victimes qu'on peut connaître, des victimes collatérales qu'on peut essayer de voir ici et là. C'est conscience-là que la justice doit être responsable, forte, impartiale et forte. Et si ce n'est pas comme cela, écoutez, quand vous êtes victime de ces genres de choses-là, vous n'attendez personne parce que vous dites tout simplement, ça ne servira à rien. Bien. Voilà. Et puis il y a quelque chose qui est important. Rapidement. Lorsqu'il s'agit de pourchasser l'argent des malfaiteurs ou bien il y a eu braquage, il y a, je ne dis pas, je ne les accuse pas, mais certains départements sont très forts dans ça pour chercher l'argent et récupérer. Et quand ils récupèrent le bandit, on ne sait pas où l'argent va. Mais lorsqu'il s'agit des crimes, là où on ne gagne rien, il reste... Mon cher ami, si c'est ça là, il y en a ça tellement. Même si c'est le thaumaturge lui-même, il est dedans. Le nouveau thaumaturge là, lui-même, il est dedans. On n'a pas vu l'argent. Hein? Lorsqu'on a pris la cocaïne, non, laisse faire de cocaïne. Là, tu vois, tout le monde, ils sont engagés hein, parce que ça, il y a quelque chose dedans. En 2021, les enquêtes deviennent sérieuses. En 2021, partout il y a l'argent, la cocaïne et autres là, c'est. En 2021, on a vu l'opération, on a vu l'engagement, mais on n'a pas vu l'argent. On s'arrête là, sans développer. Voilà. En tout cas, paix à l'âme d'Aminata Diallo. Courage à la famille. J'espère que l'État guinéen prendra ses responsabilités. La justice guinéenne prendra sa responsabilité pour éclairer la lanterne des uns et des autres et surtout édifier les Guinéens sur cette mort tragique de cet enfant, il faut le dire, de cette fillette qui a perdu la vie de façon injuste. Il faut le rappeler. Une pause. Derrière, nous prendrons la direction des débarcadères de Nongo et de Kaporo. C'est tout à l'heure. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sophonia. Il escalade pour descendre et chercher de l'eau. Escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître,
et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uaja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son folia. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. On mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous regardez à la télé, c'est sur le canal 113 du bouquet Star Times, sur nos différents réseaux sociaux, Kavi TV si vous êtes sur Meta, groupe Kavi Média. Si vous êtes de ce côté également sur la radio, vous nous écoutez sur la 89.5 avec nos partenaires de Beta FM à la B, c'est sur la 96.5 une fois encore. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant vous rejoignez cette aventure dans le scanner, ce dernier sujet à débattre, nous parlons des ports artisanaux et débarcadères de Conakry. Des pêcheurs pointent du doigt la qualité du carburant vendu à la pompe. Ils pensent que ce carburant est à la base des problèmes ou des pannes existantes sur leurs barques et pirogues. C'est un avis partagé par des pêcheurs rencontrés à Nongo et à Kaporo. Une situation inquiétante pour ces derniers. Si la qualité du carburant est à désirer, comment ces pêcheurs sont parvenus à cette conclusion? Bamomed y était pour nous hier. Oui, Bamomed, de ce côté, vous avez quand même sillonné les 2 débarcadères ou les 2 ports artisanaux. Est-ce que de visu, vous avez aussi fait le constat? Le constat, il est alarmant. Ouais. Je ne dramatise pas, mais ce qui se passe actuellement au niveau de certains ports de Conakry, vraiment surtout le port de Kaporo, port de Nongo, nos compatriotes qui se battent pour nous donner de poissons dans nos cuisines et que le poisson que nous consommons, et vous savez très bien, si ailleurs dans le monde la moyenne de consommation c'est 23 kg par personne et par an, en Guinée nous sommes autour de 25 kg. Cela démontre combien de fois le poisson représente une denrée de classe importante pour nous. Et ça, ce n'est pas pêcher ce qu'apportent les bateaux, non, ce sont ces barques, ces petites pirogues, ces barques qui nous servent de ces poissons là tous les jours. Et malheureusement, depuis quelques semaines maintenant, ces pêcheurs sont confrontés à un problème. Ce problème, c'est le problème du carburant. La qualité de l'essence qu'ils utilisent à mettre dans leur moteur n'est plus de la bonne qualité. Malheureusement, cela joue sur leur économie, cela joue même sur la survie de ces bateaux aujourd'hui, ces pirogues qui ont des moteurs. Et rappelez-vous bien, ces moteurs, c'est pas moins de 25 millions de francs guinéens. Ouais. Et on les appelle les airborne. Et chaque fois maintenant, s'ils devraient faire un mois avant d'aller faire l'entretien, maintenant, chaque semaine, ils ont l'obligation d'aller voir ces mécaniciens pour faire l'entretien au niveau de leur moteur. Et gagnent combien pour pouvoir investir, combien acheter encore de l'essence. Et les bidons, la preuve est visible sur les bidons. L'essence,
ce n'est pas de gasoil qu'on utilise. L'essence, nous savons très bien, quand nous mettons dans les bidons, ça ne devrait pas laisser de traces. C'est toujours clean. Vous pouvez passer des mois et des mois, pour ne pas dire des années, à utiliser seulement de l'essence. La couleur sera toujours là. Mais voir des bidons qui ont des couloirs qui sont noircis, je pense qu'il faut dire qu'il y a des problèmes. D'autres vont dire, est-ce que c'est le marché? Alors c'est le marché noir qu'ils ont utilisé, parce que le carburant parfois beaucoup plus proche des sociétés minières, où le carburant qu'on enlève de ces camions, c'est un peu mélangé avec de l'huile et la qualité peut laisser à désirer. Mais ce n'est pas le cas. Ils se sont servis dans les stations. Ils se sont servis dans les stations, et ce n'est pas seulement, si c'était un seul port, on peut comprendre. Une seule personne, on peut comprendre. Si on a la chance de trouver notre interlocuteur ou nos interlocuteurs du côté de Kaporo ou du côté de Nongo, on saura précisément ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, cela ne les facilite pas. Et vous voyez, le problème maintenant est à deux niveaux. Le problème au niveau de la pêche, avoir du poisson et envoyer, qui affecte même le moteur que tu as, qui te permet d'aller en haute mer et faire de la pêche. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est l'environnement qui est touché. Parce que si le carburant que vous utilisez n'est pas de bonne qualité, qu'est-ce qui va se passer avec ces poissons? Et surtout qu'on n'est pas loin de la zone qu'on appelle des zones de mangrove. Et c'est la partie où les poissons viennent vraiment se développer, faire des pontes des œufs, et les poissons se développent là avant d'aller en haute mer. Mais si ça se trouve tout près de là, nous utilisons du carburant qui n'est pas de bonne qualité. Ça pose problème. L'enquête nous permettra de savoir, d'ici la fin de cette semaine, au début de la semaine, pour savoir le carburant que ces sociétés, comme on appelle, que ces stations utilisent, viennent d'où? Qui fait le dépotage? Quelle est la qualité qu'on donne aujourd'hui? Parce qu'il y a des sociétés, des compagnies pétrolières qui ont, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de bonnes renommées, dont moi je ne doutais pas du tout de la qualité, sont impliqués, sont cités par ces pêcheurs aujourd'hui. Oui, parce que moi je rencontre des problèmes avec mes engins roulants. Et ça, voilà. Et ça, il faut faire attention. Ouais. Ça ne concerne pas seulement ces pêcheurs. Peut-être certains vont commencer à se poser des questions. Le moteur que j'utilise, la vitesse maintenant j'accélère, ça ne va pas vite. Attention, la qualité de votre carburant. Vous venez seulement, vous donnez de l'argent, vous êtes derrière le volant, vous ne regardez pas la qualité qu'on met dans le réservoir. Pour vous, habituellement, c'est qu'on vous sert. C'est la même chose que continue. Après, vous vous rendez compte, vous êtes à 4e, 5e vitesse, l'accélération, ça ne va pas très loin. Commencez à vous poser des problèmes. Ce que j'aimerais rajouter, et c'est un sujet très important, parce que c'est un problème général. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, tous les conducteurs, la majorité, ils rencontrent ces genres de problèmes, mais en fait, ils n'en connaissent même pas la source. Oui, parce que nous ne savons pas la source. Cela est très très important. Moi, c'est ce matin que j'ai compris que la qualité du carburant aujourd'hui reste à désirer. C'est ça la vérité. Parce que moi, je ne suis pas expert en la matière. Mais de vue, quand nous voyons l'essence quand même, ça a une couleur orange ou rouge, quelque chose comme ça. Mais actuellement, même pour les vendeurs du marché noir, quand vous venez, vous avez l'impression d'avoir le pétrole. Parce que le pétrole, c'est une couleur blanchâtre, genre acre, de l'eau, genre. Voilà. Il y a toutes sortes de couleurs actuellement que je vois au bord des routes. Je vous assure. Des fois, c'est blanc, des fois, c'est rouge, des fois, c'est rouge, des fois, c'est orange. Tout ça là, c'est la vérité. Depuis que le dépôt est parti en feu, je ne sais pas maintenant si la fourniture maintenant en qualité du carburant reste et demeure vraiment la règle, mais elle n'est pas respectée. C'est une fois encore de plus attirer l'attention du nouveau directeur de ce qui se passe. L'ancien ministre Moussa Cissé. Voilà, vous savez pourquoi les gens là ont détecté ce problème? Parce que eux ils n'ont qu'un chemin. Il y a aller et retour. Ils quittent le port pour aller en mer pêcher et revenir. Ils connaissent la qualité de leur moteur. Et quand ils vont acheter ces carburants dans les bidons, avant de les déverser dans les réservoirs, ils voient la qualité. Et quand il y a des capotages au niveau du renflement, ils se rendent compte. Moi, sur mon engin, mais c'est vrai, quand je tire à un moment donné, des fois, ça relâche. Ça fait papa. Donc, ça veut dire que, quelque part, je ne sais pas si la qualité y est là, ou l'essence... Est-ce que tu es allé voir un mécano? Je suis allé voir un mécano, mon cher ami. Vous savez, je ne me moque pas des mécaniciens africains et guinéens. C'est pas des experts, ils apprennent dans le tas. Quand tu leur donnes quelque chose, avant de retrouver d'abord le symptôme ou le diagnostic, avant de poser le diagnostic, ils vont toucher partout. Maître Benara, ici c'est ici. Tu sais comment on dit ça en Soussou? Non. Aux Abiens. Aux Abiens. Jusqu'à ce qu'ils retrouvent le problème. Mais avant de trouver le problème, ils ont déjà créé 3-4 problèmes. 3-4 problèmes. 3-4 problèmes. Là,
Là, moi, je sais ça. Bien. Donc, c'est pour cela, et c'est aussi l'ancien appel pour qu'ils puissent créer les garages techniques, voilà, je sais pas quoi. En attendant d'avoir notre invité au bout du fil, oui, Diallo, est-ce que vous avez fait le même constat sur vos engins? Mais écoutez, je crois que moi, ce qui me sidère dans tout cela, puisqu'il y avait une société dont nous allons taire le nom, qui était réputée comme étant une des sociétés qui fournissait une des meilleures qualités de carburant dans notre pays. Alors, si cette société est citée dans cette affaire, je me dis effectivement, il y a un véritable problème là. Le problème aujourd'hui, c'est lié à la qualité de carburant de tout genre confondu qu'on est en train de nous servir aujourd'hui. Je crois que c'est important qu'on essaie d'aller au niveau de la SONA pour pouvoir comprendre où se trouve le problème. Si elle accepte de communiquer, oui, le si, il faut le mettre. Oui, le si. Parce que depuis Doumbouya jusqu'à Cissé, ça ne communique pas de ce côté. Ça ne communique pas. Aujourd'hui, les journalistes sont devenus... Il y a une direction de communication. On ira voir. On va tenter. Cissé, depuis ministre, Cissé, ministre d'abord ne parle pas. Donc on va aller tenter voir quelles sont les explications. Mais en attendant, on va écouter les principaux responsables concernés. Aujourd'hui, ceux qui vivent la chose, les victimes, les principales victimes. Oui, peut-être c'est les victimes les plus vues. Il y a des victimes peut-être qui s'ignorent. Bien. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est ça la vérité. Le même constat que dans ce qu'on fait, c'est le même constat chez moi. Ça se fait à un certain niveau. Non, moi c'est aujourd'hui, j'ai compris. Vous constatez relâchement involontaire. Vous vous posez la question d'où vient tout cela. Vous posez la question, mais en réalité, la mauvaise qualité du carburant. En réalité, c'est cela. Parce que moi, il y avait un frère qui me disait toujours, qui m'exhortait toujours d'aller vers une société dont on cite là, qui semblait être la meilleure en termes de fourniture. Mais moi, je parle du carburant dans ces stations. Absolument. Mais aujourd'hui, je suis sidéré qu'on cite cette société. Absolument. Donc, ça veut dire que c'est à le laisser. C'est le laisser aller. Pas de contrôle. Et en réalité, ça devrait être contrôlé parce que sinon, ça risque de causer problème. Et ça, c'est des pêcheurs. C'est des pêcheurs qui vivent et qui connaissent effectivement de quoi s'agit-il. Ils savent la distance parcourue et ils savent le nombre de carburant ou la quantité, le volume de carburant qu'ils devraient effectivement consommer. Mais si tout cela n'est pas, disons, pris en compte dans le cadre de, disons, de la consommation de leurs engins, et en réalité, et que par ricochet, cela pose problème. Parce qu'il y a des pannes qui surgissent un peu partout, qui s'inventent un peu partout, et cela naturellement peut être lié à la qualité du carburant. Donc cela devrait effectivement interpeller la société qui est en charge de la fourniture de ce carburant-là. C'est vrai, on peut peut-être faire un parallèle avec l'incendie du côté de Kalou, du dépôt central de Kalou, mais en réalité, l'entretien qui devrait être fait préalablement, je crois que rien ne pouvait l'empêcher. La SONAP doit pouvoir effectivement. On a besoin de carburant bien raffiné. Nous allons donc aller sur le terrain. On nous attend au bout du fil. Monsieur Mfali Cissé, il est chef de port de Nongo. De ce côté, nous allons prendre sa réaction et surtout son témoignage. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour, monsieur Cissé. Est-ce que les dieux de la téléphonie sont avec nous ce matin? Monsieur Cissé, bonjour. Monsieur Cissé, bonjour. Oui, il est là. Oui. Merci d'accepter l'invitation du groupe Kavi Média. Je vous reçois mal. Ouais. Oui, c'est un problème de réseau. On va essayer de rappeler. Diallo va nous aider de ce côté. Rappeler. Et on va revenir. On va vous revenir. Est-ce que vous nous recevez maintenant bien? Vous nous recevez non, on a un problème. On a un problème. Ça se dégrade. La liste de gars. Diallo essaie de rappeler. On va revoir ça de très près. Oui, il y a Diallo. Et parlons notamment des victimes qui ne se reconnaissent pas pour le moment. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, à travers la SONAP, doit prendre la parole? C'est pour situer les responsabilités, au moins situer les citoyens. Oui, c'est important parce que bien avant cela, il y avait certaines sociétés qui surgissaient ici et là, des sociétés de vente de pétrole qui sont dans des stations. Vous savez, il y a des nouvelles stations de tout genre. Ça soulève à tout bout de champ. Station Mamata, station Gabuntu, il y en a un peu partout. C'est comme les sociétés d'eau, les sociétés d'eau que nous avons aujourd'hui là. Donc ça pousse un peu partout. On ne sait pas comment tout cela se passe. Est-ce que ces stations-là répondent à un certain nombre de critères? Parce que si ça continue comme ça, et puis, qui ça affecte, disons, le moteur ou quelques parties sensibles de l'engin,
Ça sous-entend tout simplement tout bout de champ, ça peut. Et qui sait si c'est pas par endroit ce qui explique un peu l'incendie de certains bus aussi. Parce que ça peut être. On peut pas exclure, on ne dira pas c'est ça, mais ça n'est pas exclu. Donc c'est pour toutes ces raisons, j'ai dit aujourd'hui, il y a une nécessité qui s'impose au niveau de la SONAP pour pouvoir imposer à ces stations de service-là de procéder à certaines normes. De s'y plier, et parce que c'est ce qui pourrait permettre non seulement de protéger les engins, mais aussi nous éviter éventuellement des dégâts qui pouvaient se poser à tout bout de champ. Abdallah, je dirais aussi que certains conducteurs ou certains propriétaires d'engins feront aujourd'hui très attention parce que sûrement ils ont été à maintes reprises chez leur garagiste sans trouver solution à leurs problèmes. Mais en parlant index-moi, cher ami, index-moi. Non, il y en a beaucoup. Non, index-moi. Il y en a beaucoup ceux qui écoutent. Tes victimes. Bon, tu es là déjà. Donc, pour ceux qui écoutent encore se diront une victime qui s'ignore. Donc certains diront certainement que voilà, c'est le côté que j'ai négligé, mais c'est une réalité. Parce que la qualité du carburant aujourd'hui n'est pas bonne. C'est ça la vérité. Ouais. Je vous assure, faites le tour de la capitale, des ronds-points, là où on fait le marché à ciel ouvert du carburant, du marché noir. Ouais. Vous verrez les qualités, vous verrez les couleurs. Ouais. On dirait des fois c'est des bonbons. C'est ça la vérité. Ou bien de la bissab, quelque part on dirait c'est du gingang. Et puis voilà, c'est une réalité. Donc, il faudrait quand même que la SONAP puisse nous dire réellement ce qui se passe. Parce que, actuellement, les garagistes gagnent beaucoup d'argent pour créer encore en plus, même s'ils ne le savaient pas. Mais heureusement que ces gens-là sont venus nous titiller l'esprit pour dire oui, nous, le constat que nous avions le constat que nous avions pu faire et poser le diagnostic, c'est le problème de carburant lié à sa qualité qui n'est pas bonne. Donc aujourd'hui, c'est très important de le... Moi, je suis très heureux parce qu'il y a de cela plus de 2 semaines. Je me pose la même question. J'ai été à maintes reprises chez mon garagiste, mais à chaque fois que je suis vraiment dans mon élément de me sentir bien sur mon engin, c'est en ce moment que je sens ces répétitions de ralentissement ou de pètement du ronfleur de ma moto. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je ne comprends pas. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Il faudrait quand même que la SONAP puisse vraiment s'atteler à résoudre au plus vite ce problème, parce que si l'ancien qui a quitté, lui avait des problèmes liés à beaucoup de cacophonie ou de détournement ou ceci, cela, le nouveau qui est là, si son problème déjà se heurte à un problème de qualité, donc il doit faire très attention, parce que le connaissant, et j'aurais appris qu'il est très avare en communication, c'est quelqu'un qui parle peu, qui aime travailler, c'est ce que j'aurais appris, mais qui parle moins. Mais là, lorsqu'il s'agit aussi de mettre à mal ou en danger les engins des gens, il doit prendre la parole pour nous dire quelle est réellement la qualité des carburants que nous déversons dans nos engins et quelles sont les sociétés qui sont pointées du doigt, qui sont responsables de cela. Ou qui seraient responsables. Voilà, parce que dans les pays développés, même on va parler de dédommagement. Tu ne vas pas, quelqu'un qui vient tout le temps dans une station, exemple, Shell, et prendre tous les jours son carburant et que par fini on rencontre que la qualité n'y était pas, donc la fourniture est liée on reste sur un exemple. C'est un exemple, j'ai été très bien clair. J'ai été très bien clair. C'est un exemple. Parlais ici des sociétés, des stations Mamatanga. Il y en a, c'est vrai. Il y a cette prolifération anarchique même, je dirais anarchique. Parce que quand quelqu'un qui a l'argent, il se lève tôt le matin, il est amoureux de sa femme ou il est bien content, il crée une société de station et puis il met le nom de sa femme. Ce qu'il faut dire, ou il met le nom de son fils ou de sa mère. Au-delà de ces problèmes supplémentaires que nous connaissons aujourd'hui au niveau de ces services de station, ce que déjà, vous savez, auparavant, même la qualité que nous avions, qu'on considérait comme étant la bonne, elle n'était pas bonne comme on le pensait. Mais bien sûr. Il y avait des problèmes à ce niveau-là. Maintenant que aujourd'hui on est arrivé au point où c'est le carburant que nous utilisons crée des problèmes à nos engins, à nos différents engins, ça doit poser des problèmes. Le directeur ou le responsable de la SONAP, mais écoutez, c'est pas une entreprise unipersonnelle, c'est une entreprise étatique. Ils sont obligés de communiquer. Doit communiquer, c'est très important. Qui ne dit rien consent. Bien.
Ce qui est déjà compris, on va essayer de joindre à nouveau Mfali Sissé, qui est le chef de port de Nongo. De ce côté, il va nous livrer son témoignage et le calvaire que vivent les pêcheurs de ce côté. Monsieur Sissé, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation du groupe Kavi Média. Merci, je suis ravi de vous aussi. Le réseau qui n'est pas fiable ce matin, mais nous allons essayer de voir si nous pouvons faire cette interview. Première question, on nous apprend que du côté du débarcadère, de votre côté de Nongo, vous êtes confronté à quelques problèmes ou quelques soucis liés à la qualité du carburant. Est-ce effectif? Oui, là, vous avez malheureusement, les dieux de la technologie ne sont pas avec nous ce matin, Diallo. On va devoir reporter cette interview parce que à un autre jour, parce que là, nous ne parvenons pas à la voir. C'est ça aussi le mal guinéen. Depuis quelques semaines, nous sommes confrontés à cela. Il faut aussi en parler, cette dégradation du réseau téléphonique en République de Guinée. Hier, quelqu'un m'a alerté du côté de Sigiring que de 8h à 14h à Sigiring, personne ne pouvait communiquer. Il y a certains même qui ont pensé que c'était leur téléphone le véritable problème, mais non, ce n'était pas le téléphone. C'est la société Orange. Donc, non, évite dans ce coup. Oui, évite. Moi, non, évite. Je le dis parce que je suis un utilisateur d'Orange. Tu es un utilisateur. Non, écoute, dans ce coup, tu es un utilisateur d'Orange. On parle d'un cas général là. On va éviter de se créer des... On a MTN, on a Cellcom, on a tous ces opérateurs avec nous, mais personne ne va alerter les opérateurs aussi. C'est très important. On va éviter de s'attirer des foudres. Oui, ça, tu peux te plaindre pour ton argent. Tu peux te plaindre. Ça, c'est ton droit. Le service n'est pas de qualité. Donc, ça, tu peux le dire. C'est toi. Tu es un abonné. Ça, c'est ton droit de le réclamer. Mais le réseau téléphonique, il y a l'ARPT qui doit s'en occuper. Aujourd'hui, nous devons alerter l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Honnêtement, il faut éviter de le laisser aller dans ce pays. Si nous devons aller vers une véritable refondation, il est important aujourd'hui de penser à cela, parce que regardez vos réseaux, vous verrez que vous êtes à 1 grain, 2 grains, où c'est parti. Vérifiez dans vos téléphones, vous verrez, moi je suis à un seul grain. C'est le jonglage interminable. Non, moi je suis à un seul grain. Si va vérifier, va voir. Je suis à 2 grains. Vous voyez, ça veut dire que le réseau n'est pas fiable à la République de Guinée. Il est important de soulever le problème, parce qu'ici, dès qu'on parle, après les gens ils disent, des journalistes, ils sont chaque fois sur ça. Nous alertons une fois encore l'ARPT de revoir cela, parce que sans quoi nous ne pouvons pas faire nos émissions, nous ne pouvons pas joindre nos interlocuteurs. Comment faire tout ça? Comment informer si nous n'avons pas de réseau? Allez, c'est quand même dommage, mais c'est ça la réalité guinéenne. Oui, au-delà de tout, c'est un droit. C'est un droit quand vous achetez des crédits, que vous voulez effectuer un appel et que le réseau n'est pas fiable, on consomme votre argent. Votre argent est consommé. Alors, c'est au-delà de tout, c'est un droit qu'on essaie de réclamer. On essaie de réclamer. Donc, il faut qu'on ait des explications de ce côté-là, parce que ça continue, la dégradation, elle continue, elle est très poussée, et je crois que c'est important que nous ayons des explications de ce côté-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne presque, sur toute l'étendue du territoire national, qui n'a pas un téléphone ou qui n'a pas une puce, qui effectue des appels. C'est évident. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on peut parler d'une privatisation de nos droits, tout simplement. Parce que si ça continue comme ça, on n'a pas une communication à un certain niveau. Quand il y avait un déficit de communication ou de transfert d'un certain nombre de choses constatées au sein d'une société, l'ARPT avait pris sa responsabilité pour alerter et mettre en garde cette société-là. Si ça continue à tous les niveaux et que l'ARPT ne dit rien, ça veut dire tout simplement qu'elle est complice. Elle consent. Voilà. C'est très simple. On va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois. Bonjour Abdallah, bienvenue à l'antenne. Mon cœur saigne par rapport aux bêtises. Non, ça je ne me le permets pas. Aboubacar, on ne va pas s'attaquer à quelqu'un ici dans cette émission, c'est très important. Sans preuve, évitez de vous attaquer aux uns et aux autres, s'il vous plaît. Bonjour le grand journaliste, je profite de l'occasion pour saluer mes deux parents. Nous remercions le gouvernement pour cette initiative. Il va falloir qu'il pense à nous, les petits témoins d'entreprise. Quand tu penses aux gros bonnets, il faut penser aux petits bonnets. Aussi, en tout cas, nous les félicitons pour cette
initiative, car une fois, ils ont entendu nos cris de cœur, mais il faut que ce soit juste, que ce ne soit pas juste une annonce et que cela soit pratiqué sur le terrain, car c'est le terrain qui commande. Je profite de votre antenne pour souhaiter mes condoléances à la famille de la petite qui a été assassinée. Mais vraiment, il y a certaines personnes qui n'ont plus de cœur et qui pensent qu'ils sont immortels, qu'elles sont immortelles peut-être, car tout le monde va rendre compte à l'au-delà. Nous demandons au gouvernement de faire tout possible pour assurer la sécurité de la population, car actuellement, le pays est sans contrôle. Chacun fait ce qu'il veut, l'État doit être présent dans un secours. Le pneumatique depuis et Caporo. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Bonjour les guerriers du développement. Dieu a déjà quitté ce pays. Des cas de tuerie partout. Ils nous ont dit les enquêtes sont ouvertes. Par finir, ça n'aboutit à rien. Dans d'autres pays, même 50 ans après, les bourreaux seront arrêtés, jugés et condamnés. Un Famara depuis Yimbaya qui nous laisse cette réaction. Toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois. Bonjour Kavi à toute l'équipe. Monsieur Camara, j'aimerais rappeler au gouvernement que l'insécurité refait surface de la plus belle des manières. Les vols à main armée, les braquages se multiplient du jour au lendemain au vu et au su des forces de l'ordre. Personne ne dit rien. Alors s'il s'agit de réprimer les manifestations non armées, ça on est incapable de sortir toutes les armes pour tuer des innocents alors que le gouvernement est averti. On ne peut pas détenir les clés du paradis ou mourir de chaleur. On ne peut pas avoir à la tête du pays un général et le ministre de la Sécurité, un général et que l'insécurité gagne du terrain. Ce n'est pas possible. Keita Korfo qui nous laisse cette réaction depuis Kiroti, toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67. Bonjour Monsieur Abdallah, j'invite le ministre du Travail et de la Fonction publique de faire une communication suite au réaménagement du calendrier du concours Ataoulaye Mobanti. Évidemment, le concours, il y a eu un calendrier qui a été réaménagé et effectivement, le ministère doit communiquer, c'est très important. Merci pour cette alerte. On enchaîne avec notre ambassadeur, Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti. Bonjour Abdallah et l'équipe des chroniqueurs et bonjour chez moi, Digi Well, c'est Damiti Dalaba. Vous avez accumulé un léger retard, oui, à l'allumage. Aujourd'hui, on est en train de saluer la mise en place d'un siège des BTP, certes une bonne décision, mais pour promouvoir et garantir les emplois, l'État guinéen est le seul au monde en lieu et place de créer les conditions d'employabilité, ce donne le malin plaisir de détruire les emplois existants. Le phénomène de tuerie ou de banditisme refait surface depuis l'ancien régime, mais on avait l'espoir qu'avec ce régime militaire, on allait assister ne serait-ce qu'à une lutte acharnée contre ce fléau qui gangrène la cité pour permettre le vivre ensemble dans la quiétude sociale, dans la société sans être appelé, mais le régime se fait détourner de ses droits et obligations pour se lancer dans la politique politicienne avec des discours galimatias comportant des logorées tenus le 5 septembre. Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti qui nous laisse cette réaction. Et voilà, c'est la dernière réaction. Merci Abba Mohamed. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Fodé Bangali dans Soko. Merci à Diallo, notre coordinateur. Merci à l'équipe technique toujours. À Mamadou Diallo qui nous a accompagnés du côté de la radio. À la réalisation, Michel Ouamounou, Vabako Ivogi, notre Salif Bangoura nous ont accompagnés du côté de la télé. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.